Get ready for the medley event. Now come on, sport. Donc, nous accueillons en premier, bien sûr, Tamara. Bonjour. Tamara, comment vas-tu? Je vais très bien, bien en forme, donc tout va bien. Et ensuite, nous avons le doyen de cette table. Enfin, c'est moi le doyen, mais en tant qu'athlète, hein, c'est toi, Choco. Comment vas-tu, Choco? Très bien, pour un dimanche matin, on est bien là. Ensuite, Augustin, qui est toujours à l'heure. Ah, toujours, hein, c'est un peu ma caractéristique. Retardataire de dernière minute, non, ça va, ça. Voilà, aujourd'hui, je vous remercie d'être présent au Comme un Sport Media Event. Donc, l'idée de ce podcast, hein, c'est un peu de parler des JO 2024. C'est quand même extraordinaire. On a les JO à Paris dans très, très bientôt. Vous aurez, vous, la chance probablement et très probablement d'y participer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos attentes? Voilà, maintenant, la parole est à vous. Qui se lance? Je me lance. Benjamin. Déjà, moi, ma première attente, c'est de me qualifier. ça serait beau comme tout le monde. Hein. Je pense que c'est vraiment la première des attentes. Et puis après, c'est la deuxième attente, c'est vraiment de vivre en fait un événement planétaire tel que les JO, vraiment chez nous. À Paris, même si Paris c'est pas vraiment chez nous, mais de voir autre chose de Paris, parce qu'on connaît Paris nous plus comme des touristes que vraiment comme une ville sportive. Et toi, Augustin, parce que c'est vrai que vous faites quasiment la même discipline, on va dire. Vous restez des athlètes, donc. Il y a un peu plus de sable moi dans la mienne. Mais... en termes d'attente, c'est vrai que moi j'ai eu la chance quand même de voir Tokyo et j'ai vu vraiment l'engouement que ça pouvait être pour un pays. Et ça, c'est vraiment le truc que j'attends vraiment le plus, en fait. Et c'est vraiment, je pense, vraiment l'année des Jeux. Il y aura vraiment, comment dire, une vraie émulsion, vraiment que ce soit public, politique, privé, puis même au niveau de la concurrence, je pense. Tout le monde va voir vraiment les choses sérieuses dès l'année prochaine quand on pourra se qualifier. Puis voir un pays derrière nous, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Franchement, au Japon, c'était le plus extraordinaire. En plus, c'est vraiment un peuple qui partage énormément, qui est extrêmement altruiste. Et c'est le truc qui m'a le plus choqué malgré le Covid. Ça tombe bien. On va passer à une question un peu différente parce que elle a déjà participé au JO. C'est nous parler un petit peu de la préparation qu'on a quand on participe à une grande compétition. Et surtout, quelle est quelque part la pression qu'on se met en tant qu'athlète? Moi, déjà, j'ai participé au JO 2016, donc c'était avant le Covid. Et je pense qu'il y a aussi un autre engouement, il y a aussi le public qui était présent. Et la préparation, moi, c'était comme vivre un rêve éveillé parce que j'étais jeune. Je ne pensais pas du tout aller au JO. J'étais 15e au début, je rentre pour la finale. Donc ça va, c'est comme un parcours un peu parfait, malgré la défaite. Mais c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression. C'est même quand il faut aller faire la PMA le matin à 8 heures, tu sens qu'il y a la pression par rapport au coach et entre nous aussi. Et c'est surtout aussi, plus la compétition se rapproche, plus les matchs amicaux avancent et plus, en fait, ça joue sur les détails, en fait. On veut régler tous les détails avant que ça commence. Et surtout qu'on était dans une posture outsider quand on a commencé les Jeux Olympiques. Donc, c'était aussi ça qui était beau dans notre parcours en 2016. Je pense que aujourd'hui on est tous unanimes. Hein, participer au JO, c'est un peu une consécration d'une carrière, d'un parcours. Justement, je vais venir vers toi un petit peu. 36 ans, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, 36 ans. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a 36 ans? On se dit, ça y est, on va le faire. On va enfin arriver au bout de son rêve ou pas? On espère le faire. Après, je dis pas que c'était un rêve de gamin, mais c'est vrai que ça a toujours été dans un coin de ma tête. Et c'est sûr que Paris, ça sera la dernière chance de pouvoir le faire, parce qu'après, pour moi, c'est trop loin, Los Angeles. Et puis, j'ai déjà fait tellement de sacrifices que je pourrais pas pousser encore pendant 4 ans. À un moment donné, il faut voir autre chose, faut penser à la famille, à son couple, et puis à des projets d'après, quoi. Projet d'après, plus jeune, bien sûr. Mais Augustin, toi, t'es là en train t'as changé de club il y a pas très longtemps. Ouais. Tu vas intégrer l'INSEP. Ouais. C'est vrai que je pense que le chamboulement, il arrive toujours au moment d'une grosse échéance. Quand je dis chamboulement, bien sûr, c'est un chamboulement d'entraîneur souvent, c'est un chamboulement de manière de s'entraîner. Est-ce que toi, justement, aujourd'hui, tu cherchais à trouver une nouvelle routine
pour pouvoir atteindre ton but final, parce qu'au final, on va en parler, mais je suppose que vous y allez pas faire de la figuration. Si vous voulez participer au JO, c'est pas pour faire de la figuration. Donc toi, quel est l'objet de ce chamboulement, de ce changement avant les JO? Ouais, c'est exactement ça en fait. Même 2 ans avant Tokyo, j'avais commencé à me professionnaliser, à bosser avec un préparateur physique, préparateur mental, à étoffer mon équipe pour vraiment avoir des pros dans chaque domaine. Et donc ce système-là, il a bien marché. J'ai évolué, je me suis qualifié à Tokyo et tout. Derrière, j'ai stabilisé des perfs au-dessus de 8 mètres. Bon, ça suffit pas, il me faut encore une perf de pointe pour vraiment assurer beaucoup de choses. Et là, pour préparer Paris, ça a été la totale inverse en fait. Ce système, il a bien fonctionné, mais il a atteint ses limites surtout sur plusieurs principes, notamment le fait que je suis seul à l'entraînement. J'ai pas de sparring. Donc du coup, ça a posé des petits problèmes. J'étais toujours dans un environnement que je contrôlais. Et aussi, comme je bosse avec plusieurs professionnels, j'étais souvent emmené à bouger, et notamment beaucoup à Nancy, surtout l'été, pour pouvoir sauter au crêpes, avoir mon préparateur physique avec moi. Donc l'idée de la préparation pour Tokyo, c'était plus enlever toutes ces choses un petit peu parasites et tout centraliser dans un seul point, notamment logement, nourriture, bouffe, médecin, kiné. Tout ça, avoir toi à l'INSEP, c'était l'idéal. J'avais aussi pensé aux Crêpes de Montpellier avec un coach que je connais plutôt pas mal. Mais en termes de qualité d'entraînement et de sparring, le plus pertinent pour moi, c'était l'INSEP avec Jules Pommery et Erwan Konaté, qui sont 2 jeunes dans ma discipline qui ont vraiment extrêmement bien évolué. Les périodes de préparation Tokyo, j'étais un peu seul leader en France. Et maintenant, j'ai la bonne concurrence. On est 4-5 à pouvoir faire 8 mètres et plus. Et du coup, je me tourne plus vers un bon groupe d'entraînement, tout centralisé au même endroit, avec l'INSEP, histoire d'éviter les allers-retours, etc. Ce qui était un petit peu problématique pour moi l'été dernier. Et bien évidemment, un changement de coach, parce que être coaché à distance, c'est un peu compliqué. Donc, tout centraliser à l'INSEP, ça va être vraiment une bonne chose. Et je pense que ça va être un petit peu quelque chose de déclencheur, parce que comme tu disais, rentrer dans des nouvelles routines, changer ses habitudes, c'est un peu dur. Moi, je le vois maintenant. J'ai repris les entraînements en octobre, c'est pas facile. Je rejoins mon groupe seulement d'ici 1 mois. Donc, il y a un peu de la débrouillardise, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. En tout cas, on se rend compte que c'est pas toujours la même préparation. Au final, vous parliez tous justement de la préparation que vous avez de manière individuelle, mais moi qui suis aussi issu des sport co, on n'a pas ces mêmes problématiques. Nous, les sport co. T'es d'accord avec moi, Tamara? Oui, je suis d'accord avec toi, mais j'ai envie de dire, on a de la chance. On a de la chance parce que nous, on n'a pas besoin de se débrouiller pour trouver des coachs, chercher les médecins, les kinés. Enfin, notre équipe est assez professionnelle, et notre sport, ou tous les sports co, que on a vraiment ce luxe-là, que tout est sur place déjà. Ouais, c'est ça. Enfin, tout ce travail est déjà fait en amont par le club. Donc, on arrive, nous, les kinés sont là. Si tu as besoin de voir un médecin, il est là. Donc, on a de la chance. Mais du coup, la préparation est différente. Et j'ai envie de dire, il y a d'autres difficultés qui rentrent en jeu. C'est faire jouer tout le monde de la même façon, sachant que l'équipe de France, c'est pas toute une saison que tu es avec l'équipe de France. Tu as des nouvelles joueuses qui arrivent, tu as celles qui progressent, celles qui régressent. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, c'est encore une difficulté différente. Et justement, les gars, vous enviez le sport co sur cette partie de préparation. Et après, il y a aussi d'autres aspects, on va pas se mentir. Il y a l'aspect aussi la prime. Voilà, la prime, souvent... non, mais c'est vrai, on peut en parler. C'est une manière collective, on est primé de collectif. Même si j'ai pas joué, j'ai ma prime, j'ai mon kiné, j'ai tout. Je bénéficie un peu de tout l'écosystème professionnalisé que peut apporter le sport co. Est-ce que vous enviez ça, ou vous voulez... vous insistez dans votre environnement et vous préférez justement votre environnement? Ah ouais, non, moi, sincèrement, je l'envie à fond. C'est pour ça que je suis passé par cette phase-là. Travailler avec des pros, je voulais vraiment que ma préparation soit carrée, et rémunérer des gens pour leurs compétences. C'était vraiment pour moi le plus important. Avoir fonctionné comme un pro, mais tout seul, en fait. Justement, là, tu as abordé quelque chose de très important. Tu as dit rémunérer. Et en fait, tu vois, Tamara, ils payent leur coach, ils payent leur préparateur physique. Choco, c'est le cas.
Et Après, moi, j'ai la chance que mon coach, c'est le salarié du club, donc c'est pas moi qui le rémunère, c'est le club qui le rémunère, mais il passe beaucoup de temps avec moi et même beaucoup trop de temps en fait sur son temps libre. Donc ouais, moi j'aimerais bien faire plus, mais après moi je peux pas forcément parce que voilà, les subventions elles sont pas énormes hein, sur les sports indiv. C'est pas comme les sports co qui sont plus professionnels. Ouais. donc, tu vois, Tamara, On parlait hier soir de ça. ouais. Moi, je trouve ça fou quand même. Le niveau que vous avez, que vous devez, entre guillemets, chercher les coachs, chercher les subventions, les payer. Nous, on n'a pas ce problème-là. C'est souvent les coachs qui viennent nous chercher. On est payé pour jouer. Et puis, on n'a pas à se prendre la tête qui va me faire la prépa physique, qui va me coacher. On a eu même cette année une diététicienne. Alors, c'est vraiment réglo. Et je trouve ça très difficile dans le sport individuel de devoir tout gérer. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve aussi qu'il y a quelque chose de bon à choisir les gars qui tu bosses. Tu vois au moins que tu as une vraie équipe. C'est des gars qui te connaissent bien. Si tu le choisis bien, tu es bien entouré. C'est super important. Et bon, ça prend aussi du temps de trouver vraiment les gens qui sont pas là pour te vampiriser, pour prendre ton temps, pour prendre de ta hype et tout. Mais une fois que tu as la bonne team et qui t'accompagne, là c'est vraiment super intéressant. Vraiment super intéressant. Je veux bien te croire, surtout que j'ai envie de dire un peu moi qui est handballeuse et qui est d'un sport co, j'ai envie de voir ce côté-là où c'est toi qui dois chercher ton équipe. Parce que je pense que ça te responsabilise, ça te met encore plus la pression. Ouais. Parce que, c'est quand tu es dans une équipe, ça va. Si je fais un match de merde, c'est pas grave. Il y a d'autres coéquipiers. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres. Alors que là, c'est toi et toi seul. Tu dois prendre la responsabilité. Est-ce que justement, cette forme de responsabilité, ça forme des hommes beaucoup plus mûrs, enfin des hommes et des femmes beaucoup plus mûrs après les carrières? Parce qu'on sait très bien qu'une carrière, c'est court. Je sais de quoi je parle. Et surtout qu'il faut rebondir derrière. Bon, c'est pas vraiment le thème aujourd'hui, mais c'est de se dire, finalement, de se construire comme un athlète, un triathlète ou un sauteur. Est-ce que finalement, on n'est pas plus prêt à ce qui va nous se passer à l'après-carrière? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après, on dit souvent que le sport, c'est une école de la vie. Donc oui, forcément, quand on a fait un sport individuel, mais après aussi un sport collectif, hein, on a peut-être plus facile à s'intégrer dans une équipe de travail, des choses comme ça. Donc après, il faut penser, comme on s'est tellement entraîné dur tout le début de sa carrière, pour l'après-carrière, on sait qu'on aura d'autres sacrifices à faire et qu'il y aura d'autres choses à mettre en place. Ok. J'ai une question, parce que Tamara, donc toi, tu avais fait Rio, c'est bien ça? C'est ça. C'est pas mal, hein, Rio de Janeiro. Tu peux nous parler un petit peu? Non, mais en vrai, il y a un truc, moi, j'ai parlé avec pas mal d'athlètes, c'est le village olympique. Bon, je sais que le village olympique à Tokyo, c'était pas ce qu'il y avait de mieux, mais je pense qu'à Rio, c'était pas mal. Est-ce que vous, déjà, dans un premier temps, vous vous êtes déjà croisés? Vous vous connaissiez? Pas du tout. Benjamin, on se connaît plutôt pas mal. Évidemment, on était dans le même club quand même 2 ans. Puis bon, on est un peu du même coin. J'étais à Nancy aussi. Mais non, Tamara, je crois pas, on s'est jamais trop croisés. Non, jamais. Après, j'étais partie aussi pendant 4 ans. Ouais, c'est vrai que tu étais partie. Parce que justement, sur un village olympique, vous êtes amenés, les sportifs, à vous croiser, à vivre ensemble. C'est vraiment un petit village fermé avec que la crème de la crème du sport. Un grand village plutôt. Ouais. Quand je dis c'est la jungle, hein, vraiment. C'est clair. C'est tellement la jungle. Bon, justement, c'est quoi les anecdotes que tu peux nous donner du village olympique? Non, je vais pas te donner une anecdote qui reste entendable dans ce podcast. Ce qui se passe au village reste au village. Non, mais moi je vais balancer. Bon, après je sais pas comment c'était à Rio, mais on m'avait dit qu'il y avait des McDo à volonté pour les athlètes. À Rio, oui. Ouais, c'est génial ça, franchement. Ah oui, mais par contre, tu avais une très grande queue. Hein. Si tu voulais aller manger McDo, fallait avoir du temps. Hein. Mais non, c'est fou parce que tu vois beaucoup d'athlètes à la télé. J'avais 19 ans à cette époque-là. Et je me dis, mais c'est une star, lui. Elle aussi, c'est une star. Mais en fait, on est entouré que des stars. Et quand tu as 19 ans, tu arrives dans ce village, tu dis, waouh, je vis un rêve éveillé, quoi. C'est vraiment un rêve. Et le temps que je me rende compte, en fait, que j'ai de la chance et de le vivre pleinement, au final, c'était presque la fin des JO, quoi. Mais
tu vois, tu dis, tu as participé aussi hein, au JO. C'est vrai que je reste focus sur toi, Tamara. En fait, il y a Augustin aussi. Oui. Mais c'était Tokyo. Ouais, c'est ça le problème. Nous, alors moi, globalement, mon temps sur le village, c'était, je crois, 2 jours et demi, c'est tout. Ouais. En comptant le temps de compète. Hein. Donc, mon souvenir, le pire, on va pas parler du pire, mais c'est je finis mon concours que je loupe en plus dans ma qualif. J'étais blessé, c'était compliqué. Je rentre dans ma chambre, il est 23h. Je prends une douche, je sors, mon téléphone il sonne. Billet retour, vous devez quitter le village à 14h. Waouh, mais c'est horrible. Franchement, c'est horrible. T'as pas le temps de profiter. Tu t'es fait manger par la compète, vraiment. Et après, tu rentres. Et en fait, tu te retrouves à Paris. Un jour après, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as même pas le temps de digérer, pas le temps de comprendre. Et c'est vraiment plus a posteriori que tu comprends vraiment plus tout ce que ça t'a apporté. Après, c'est une période Covid. Ouais, c'est ça. Faut qu'on revienne là-dessus. Exactement, ouais. J'ai entendu qu'il y avait des transports. Il fallait être autonome apparemment sur pas mal de transports entre la salle et le village. Alors nous, ça s'est passé 10 jours en hôtel, enfermé, pas le droit de sortir. Wow. On va au village 2 jours avant sa compétition. Donc moi, je suis arrivé au village donc l'avant-veille à 14h. Le temps de prendre nos sacs, de prendre les chambres, de récupérer les cadeaux, d'aller manger, de s'installer. Il était déjà 21h. Donc tu dors et après c'est la veille. La veille, tu fais rien et le lendemain tu pars. Voilà. Il est où le rêve olympique là-dedans? On peut en parler. Choco, t'es d'accord avec moi? Il est où le rêve olympique? Moi, toutes les histoires là, je les ai entendues et du coup, j'ai un peu moins regretté de ne pas avoir fait partie de l'aventure. En plus, Augustin, il est comme moi, on est fan de culture japonaise, de manga. Et moi, je l'aurais très mal vécu de ne pas pouvoir partager avec la population et aller faire mon touriste français de base pour aller m'acheter des mangas, des goodies, des figurines, quoi. Ça, je pense que ça aurait été le pire pour moi, ça aurait été même pire que de rater la compétition, vraiment. Donc ouais, je pense que c'est presque les jeux les plus décevants de l'histoire, Tokyo, alors que ça aurait dû être une des plus belles fêtes. Exactement. Ouais. Ça aurait dû être un des meilleurs jeux de la décennie, même de l'histoire. Et en fin de compte, le Covid a fait que ça s'est pas passé comme ça. Et c'est presque décevant pour les athlètes qui y ont participé parce qu'ils n'ont pas connu la vraie ambiance des Jeux Olympiques. Et surtout, toi, on va pas se mentir, t'es à 2 doigts, un cheveu justement d'être sur cette fameuse liste. Comment ça fonctionne? Parce qu'en fait, je crois qu'on en a parlé longuement. Moi, je comprends jamais comment tu vas participer au marathon. Moi, je te vois, tu cours vite, on te voit partout dans les médias, mais qui c'est qui est devant toi, qui te permet pas d'y aller? Non, mais c'est dur. De toute façon, les Jeux, c'est juste une poignée d'élus. Donc, le problème, c'est qu'il y a que 3 dossards, donc il y en a pas plus. Donc, c'est forcément au maximum 3 personnes par pays. Et nous, les qualifications en France, donc il y avait des minima qui étaient à 2:11:30 que j'ai réussi à faire, sauf qu'il y a eu 3 personnes qui ont fait un meilleur chrono que moi. Donc ils ont pris le résultat au chrono. Ça marche pas comme les trials à l'américaine où tu fais venir tout le monde sur une course, tu prends les 3 premiers et puis basta. Donc voilà, c'était à moi d'être meilleur et de faire encore un meilleur chrono, mais comme il y a eu la date qui a été repoussée d'1 an, on n'a pas pu en fait tous se remettre. Se reconfronter et essayer d'aller faire un meilleur chrono. Donc forcément, je suis resté 4e et je suis resté remplaçant. Donc pour pouvoir y aller, il fallait attendre qu'il y ait une blessure. Et c'est vrai que c'est pas forcément cool de partir sur blessure des collègues. Donc voilà, je suis resté à la maison et j'ai regardé à 2h du matin tranquillement le marathon des copains à Tokyo, quoi. Et l'année prochaine, alors, c'est quoi l'objectif? Le temps surtout. Parle-nous un peu de ton temps parce que finalement, tu nous parles de place, mais moi, je voudrais que tu nous parles de temps. Ça représente quoi? Des millièmes de secondes, des secondes, des minutes? Là, déjà, les minima, ils ont fait un gros bond. C'est qu'on passe de Tokyo, il fallait faire moins de 2:11:30. Là, pour Paris, il faut faire moins de 2:08:10. En combien? Donne-nous les distances en même temps, s'il te plaît, comme ça. Le marathon, c'est 42 km 195. Okay, d'accord. Et ils sont très importants, c'est 195. En 2 jours, 11 heures, c'est ça? Maintenant, en 2h08, 10, donc ça fait à peu près du 3,02 au kilo, donc c'est presque 20 km/h. Enfin, moi, je fais 2 jours, c'est ça que je voulais te dire, en fait. Donc oui, après, en plus, maintenant, en France, on est une petite dizaine à être capable de faire ces minima, donc les minima, ils suffiront pas, en fait, faudra encore être dans les 3 premiers, faire les minima et en plus être dans les 3 meilleurs chronos. Donc ça va sûrement faudra faire moins de 2,8 entre 2,7 et 2,7:30, je pense, pour pouvoir partir. Et quelle est la période, pardon? Ouais, vas-y. Quelle est la période des minima? Enfin, c'est quand la deadline? En fait, là, elle a déjà commencé, la période. Apparemment, depuis le 22 novembre, on peut faire nos chronos.
Et du coup, ça sera jusqu'à avril 2024. Ok. Donc ça laisse jusqu'au marathon de Paris 2024. Voilà, ils ont voulu garder le marathon français quand même. Paris, c'est censé être le plus gros marathon de France. Donc voilà, jusqu'à ce marathon-là. Et après, le lendemain, on saura qui est dans les 3. Et ça fait combien en allure? Ça fait combien en kilométrage? Donne-nous ces repères, s'il te plaît. Parce que moi, je t'ai déjà vu courir, même en footing. 3 minutes le kilomètre. Non. L'allure, c'était combien? Ouais, l'allure, c'est 3,02 au kilo. Ah, d'accord, ouais. C'était l'allure, d'accord. Ok. Donc je t'ai dit, c'est presque 20 km/h. Ah mince, oh là là, 20 km/h, d'accord, ok. Mais il faut tenir ça pendant 42 km. Et encore, on est des rigolos comparés au record du monde, à Eliud Kipchoge et les Kenyans. Ouais, c'est fou parce que moi, je pense qu'on se rend pas compte de l'effort que ça demande. Et justement, quand Augustin, tu parles de, t'as dû quitter très vite le village olympique, mais je me dis tous ces efforts-là, ça doit faire un sacré coup de pression. Voilà, comme tu dis, t'as pas le temps quand tu rentres de te remettre à l'endroit, de repenser forcément à ta course. Donc je suppose que là, 2024, tu vas partir avec un autre état d'esprit, je suppose, non? Ah ouais, non mais c'est clair. Pour en revenir à ce que tu disais juste avant, le sport, ça construit un homme, hein, que ce soit défendre son projet, trouver des subventions, professionnaliser et tout. C'est vrai que moi j'ai pris ce parcours-là de pas jusqu'à mettre en tout cas de pas être dans un Krebs, de pas être vraiment avoir tout à sa disposition. Donc il faut trouver les moyens, il faut défendre son projet. Ça s'apprend, ça renforce l'homme aussi. Mais tellement, moi j'ai tellement appris par cette démarche-là, et je me lance maintenant professionnellement dans plein de domaines par cette démarche-là, notamment avec des projets pédagogiques que je monte en collaboration avec les mairies, avec le département et tout. Mais mis à part ça, ça forme aussi l'homme, c'est le sportif. Donc moi vraiment l'échec que j'ai eu à Tokyo, ça m'a transformé. Je suis plus la même personne qu'il y a 2 ans, clairement. Et ça te permet d'être dans une toute autre démarche d'investissement et tout. Parce qu'une fois à Tokyo en finale, tu vois, les gens ils sont pas là pour rigoler. Mais vraiment, il y a un niveau de déterminisme. J'ai rarement vu un truc comme ça. J'ai même jamais vu ça, quoi. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, parce que nous, malheureusement, c'est pas comme les sports co, on doit être prêt à un moment donné dans notre vie. Alors, je sais pas c'est quand le marathon, mais je crois que nous, la longueur, c'est le 2 août, un truc comme ça. Si le 2 août, je suis pas prêt, en 2024, c'est mort en fait. Donc, tout ça pour ce moment-là. Et c'est dans ces cas-là que c'est l'homme qui parle en fait. C'est l'instinct de survie. Donc c'est ça qu'il faut, c'est même ça le plus important. Surtout dans ma discipline, moi, qui est extrêmement particulière, c'est-à-dire que statistiquement, tu regardes les 3e places en grand championnat, c'est équivalent à la perf qu'il faut faire en termes de minima. Donc nous, en longueur, c'est 8,25. C'était 8,22, c'est passé à 8,25 m. Les Jeux, la 3e place, c'était 8,21. Championnat du monde, 3e place, 8,16. Mètres, hein, c'est des mètres. Hein. Ouais, okay, ouais, c'est ça, exactement. C'est pas des centimètres. Hein. Donc en fait, il y a vraiment ce truc-là. Les 32 personnes qui sont là, globalement, bon, si on parle de minima et pas de ranking, ils les ont déjà tous fait au moins une fois. Mais sauf qu'à la fin du compte, il y en a que 3 qui arrivent à faire plus que cette perf-là. Donc en fait, il y a vraiment un truc sur l'instant T. Et c'est pour ça que la régularité, c'est super important. L'instinct de survie, ce que tu es capable de donner maintenant en fait, peu importe les conditions, peu importe comment tu t'es levé, peu importe ta préparation, c'est vraiment, il y a tout qui est remis à zéro, encore plus que dans d'autres sports. C'est génial, hein, c'est génial. Franchement, de vous entendre, ça fait, je vais pas dire que ça fait kiffer, mais on comprend les efforts que ça vous demande pour être au top niveau, parce qu'on parle des JO, mais en fait, finalement, c'est tous les jours. Tamara, toi, on va pas se mentir, aujourd'hui, être en équipe de France, on voit à quel point ça bouge d'être dans une équipe collective. Tu peux être là il y a 4 ans, mais tu peux pas être là peut-être 4 ans plus tard. Même 1 an. Voilà, 1 an plus tard. Toi, justement, tu l'as vécu comment un peu? Parce que c'est vrai que l'équipe de France, hein, de handball a eu ce fameux titre, ce Graal. Comment toi, tu l'as vécu? C'était un peu compliqué cette période entre 2016 et du coup 2021. Et 2021. Parce que entre 2016 et 2021, quand tu étais au top de ta forme, j'ai eu les croisés. Il faut revenir, mais ta place n'est plus là. Il faut la regagner. Après, tu pars à l'étranger dans un gros club.
que tu penses que c'est un grand club et au final, avec le Covid, tu joues pas la Ligue des Champions. Après, tu as le ménisque, il faut revenir du ménisque, même si c'est moins grave que le croisé. Mais en fait, c'est tout un processus qui était difficile, surtout le deuxième croisé. Et après, je me suis dit, j'étais remplaçante pour les JO comme toi. Je devais faire tous les tests PCR tous les matins, au cas où. Mais je me dis, c'est pour quelque chose, parce que je vois le bon côté de la vie. Je ne suis pas là à pleurer parce que je n'y étais pas. Je me dis que 2024, ça peut être un beau rêve encore à vivre, surtout chez nous, à Paris, en France, dans mon deuxième pays, donc dans mon pays d'adoption. Et non, je me suis construit, j'ai construit une autre Tamara, une Tamara encore plus forte et qui voit encore plus que la vie est belle et que, en fait, quand tu as la santé, tu peux tout réussir. Waouh. C'est marrant parce que moi, j'ai connu une Tamara, elle était elle est jeune, hein, mais elle était encore beaucoup plus jeune. Et c'est vrai, quand elle est revenue de Siofoc, je t'ai trouvé changé, mais dans le bon sens du terme, hein, plus mûr, avec une réflexion différente, moins faux-folle. Je suis toujours un peu faux-folle. Mais moins. Et c'est vrai que moi, je me dis, quand on voit, et même ça, c'est valable pour vous tous, c'est quand on voit son partenaire, son coéquipier obtenir, là, du coup, c'est la médaille d'or, donc le sacre olympique. Qu'est-ce que ça fait au fond de soi? Et là, vous n'allez pas me mentir. On sait très bien que on dit que le meilleur gagne, etc. Mais dans le fond, on se dit, mais ça aurait pu être moi. Oui, tu te dis forcément, mais je me dis aussi, je sais ce que les filles, elles ont fait comme préparation et les sacrifices pour l'obtenir. Je sais qu'on est passé à côté 4 ans ou 5 ans plus tôt. Donc, c'est des sacrifices durant 5 ans. Parce que ça dure pas, enfin, c'est pas juste sur un an, sur un mois, c'est toute ta carrière au final, celles qui sont en équipe de France. Donc, c'est elles qui ont gagné, c'est celles qui ont aidé au préparatif des JO. Donc, moi, je suis contente, et même pour la Fédé. Enfin, je sais pas, que la Fédération française de handball dit qu'on a gagné les Jeux Olympiques. C'est quand même beau. C'est vrai. Ah, c'est pas tous les jours. Mais c'est une belle parole parce que c'est vrai, c'est l'esprit collectif. Mais vous, les athlètes individuels, vous voyez vous avez toujours l'impression aussi d'être les meilleurs, je pense. Hein. Quand on saute, quand on court, on se dit on est le meilleur, du moins. Et vous n'allez pas me mentir, je sais très bien ce que vous pouvez penser. Mais quelque part, on sait que celui qui gagne, déjà, il faut toutes les planètes sont alignées, on va pas se mentir. Il y a quand même une petite partie chance, évidemment. Après, il faut savoir les saisir, c'est ça. Ouais. C'est que si ton collègue est plus déterminé que toi et qu'il est déterminé tout le temps, le moment où c'est ta chance et que toi, tu es moins déterminé, c'est lui qui la prend. C'est ça le truc. Ouais. C'est que certes, il y a cette partie chance, mais si ton travail n'est pas constant, si ta détermination n'est pas constante, tu passes à côté de trucs, tu vois. Moi, je suis le bon cas là-dedans parce que je suis quand même passé à côté de pas mal de trucs, tu vois. Genre là, cet été, je loupe une finale européenne pour 1 cm. Genre, dis-toi, 1 cm. 1 centimètre. Quand j'ai vu le tableau et que tu es 13e et que le dernier athlète qui a sauté te passe devant de 1 cm et que tu loupes une finale... laisse-toi pousser les ongles la prochaine fois. Non, mais c'est ça. C'est que, en plus, sur des performances qui n'étaient pas extraordinaires, tu vois, je fais 7,74, donc c'est des perfs globalement que je peux sortir, pas globalement tout le temps, mais quasiment. Ouais. Tu passes à côté, c'est tout, et tu rentres chez toi, et 2 semaines après, tu es sur ton canapé et tu réfléchis, quoi. Et tu te dis, bon, si les autres ont saisi la chance et que toi, tu n'as pas réussi, c'est qu'il faut que tu changes, il faut que tu sois meilleur, il faut que tu travailles plus. Et de toute façon, talent ou pas, au bout d'un moment, ton talent inhibe le travail des autres. Non, c'est plutôt l'inverse même. Tu peux avoir le talent que tu veux, si les autres ils travaillent plus que toi, au final, ça revient à zéro, quoi. Ah, j'adore ça. J'adore. C'est vrai. J'adore. On va bientôt terminer. Je vais vous poser une dernière petite question. Voilà, individuellement, quelles sont vos attentes pour les JO? Après, les attentes, c'est souvent aussi, on est à Paris, peut-être de voir toute sa famille. Enfin, je sais pas. Quelles sont vos attentes individuellement? On finit par les femmes et on commence par le doyen. C'est vrai que je l'ai vécu un peu à Munich aussi, sur les Europes cet été. C'est vrai que d'être encouragé par sa famille sur le parcours, ça remotive un peu, surtout quand t'es dans le mal. Donc c'est surtout ça, en fait, c'est pouvoir partager avec des gens qui sont pas tout le temps là. Voilà, souvent quand on fait les compétitions à l'étranger, ils peuvent pas venir. Donc là, c'est vrai que d'être sur Paris sera peut-être plus facile pour que les copains, la famille, la compagne puissent venir et t'encourager. Et je pense que ça rebooste pour aller franchir la ligne d'arrivée. Et toi, Augustin?
Alors, mes attentes, bonne question. Bah, là, c'est vrai que je viens de changer de club. Là, je viens de rejoindre ma ville d'enfance, le club de Sarrebourg, et je vois tout l'engouement que ça peut créer. Tu vois, c'est un petit club, il a 2 ans seulement. Je suis seul sportif de haut niveau qu'ils n'ont jamais eu. Je vois vraiment l'engouement auprès des politiques, de la mairie, du secteur privé et tout. Et je trouve ça trop bien. Donc, porter un secteur, être vraiment encore plus local que ce que je pouvais l'être à Metz, il y a vraiment un truc qui me booste là-dedans. Et même en soi, tu vois, voir cette finale, ce grand championnat à Paris, avoir tous mes proches, avoir vraiment tout l'engouement que ça va créer. Plus on s'y rapproche, plus ça va être intense, je pense. C'est vraiment un truc incroyable. Vraiment un truc incroyable. Tamara, on finit sur toi. Moi, déjà, j'espère y être parce qu'on est pas mal en compétition, parce qu'on n'est que 14 normalement. En Ligue des Champions, c'est 16. Là, c'est 14, juste une remplaçante. Mais l'engouement aussi, c'est peut-être une fois dans ma vie que ma mère soit présente dans une grande compétition, parce que ma mère était handballeuse et elle venait jamais. Parce que c'est un deal entre nous deux. Hein. Que ça serait un rêve, au final, qu'elle voit sa fille au JO qui joue pour la France alors qu'elle est croate. Je pense que ça peut être pas mal, et c'est déjà y participer, et je suis rentrée vraiment dans une optique là qui reste 17 mois maintenant, et c'est 17 mois de sacrifice, et puis après on verra ce que ça donne. En tout cas, on voit à quel point le partage, c'est ce qui reste au final dans votre carrière, dans ce que vous voulez construire. Moi, je vous souhaite vraiment de participer au JO, et vous filerez des places, hein, les gars. Alors, on va les facturer. Spoiler alerte, j'ai eu des infos, les places, ça va être compliqué. Hein, ça va être très cher. Après, sur le marathon, vous pouvez venir le long du parcours, c'est gratuit. Mais on peut pas te suivre, par contre, ça va être compliqué. J'ai vu les places d'une journée au handball, là. Faut être riche. Hein. Ouais, c'est clair que ça va être compliqué. Déjà, nous, en athlète, on va avoir 2 places par athlète. Donc, tu peux pas emmener toute ta famille. En plus de ça, la problématique qu'il y a eu, c'est qu'ils ont mis une règle, comme c'est vendu par le site olympique, en fait, les fédérations n'ont pas le droit de revendre. Donc, en fait, il n'y a aucune fédé qui a pu acheter à crédit. Parce que le problème, c'est que c'est ce que la FFA voulait faire. En fait, ils voulaient acheter 500 000 billets et les revendre aux athlètes, mais ils n'ont pas le droit. Donc, du coup, ils ne l'ont pas fait. Et en fait, de ce que j'ai compris, ça va être du cas par cas. Donc, en fonction de ton niveau, etc., on va te donner plus de place ou non pour ta famille. Donc moi, c'est ce que j'ai dit à la mienne, inscrivez-vous, prenez le plus de place qu'on peut, et puis après, on peut voir si on peut échanger. Après, marché noir. Ouais. C'est exactement ça. Il faut faire ça, hein. Clairement, c'est exactement ça. Parce que ça va être compliqué. Enfin, c'est pas parce qu'on est français qu'on aura des passe-droits sur le nombre de places. On me l'a clairement dit. Et j'espère vraiment que je pourrai emmener tout le monde, quoi. Bon, mais il restera là. Demandera à Macron. Moi, j'ai jamais vu Macron. Moi non plus. Dans tous les cas, on restera connecté. Mais après, c'est vrai que ce serait dommage d'être à quelques mètres, quelques kilomètres de Paris et de pas pouvoir assister aux compétitions. Il restera à la télé. Voilà, on pourra vous voir à la télé. Évidemment. Voilà. Et merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Et puis, je vous souhaite vraiment, et vraiment du fond du cœur, de participer au JO 2024 à Paris. Merci. Merci à toi. That was the media event presented by Cumber Sports. Thank you for listening.